quoi va-t-on parler ce matin? On va parler de digitalisation, on va parler de processus et on va parler de digitalisation de processus et on va essayer de vous transmettre différentes clés. En quoi est-ce que ce processus de digitalisation des entreprises peut créer et amener de la valeur au sein de vos différentes organisations. Alors à titre personnel, je m'appelle Vincent Marlin, je suis le directeur commercial de K2 France. K2 France est un éditeur de logiciels et je vais vous présenter un petit peu plus tard ce que l'on fait et comment est-ce que l'on se positionne. Je suis dans le monde de l'informatisation et la digitalisation de processus depuis une quinzaine d'années. Donc je vais essayer de vous transmettre un petit peu mon expérience sur certains domaines et sur certains aspects. Voilà. Donc l'objectif de la réunion de ce matin, c'est de vous faire un petit peu un état de l'art, une projection, partager aussi ce que font nos clients, ce que ça leur apporte comme valeur, et puis vous faire essayer de vous montrer en quelques minutes des exemples à travers une petite démonstration. Voilà, vous donner envie et vous montrer ce que ce type d'outil, et en l'occurrence le type d'outil que représente K2 peut apporter à votre organisation. Alors, juste, je reprends la main. Voilà. Alors, je vais essayer de partager avec vous et ça tombe très bien parce que j'ai eu un rendez-vous hier qui m'a bien aidé à illustrer le propos de ce matin. Je vous laisse prendre connaissance de ces différents chiffres. Je trouve que au niveau du constat de la transformation digitale, il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est que 50% à peu près, presque 50% des organisations savent dès aujourd'hui qu'à horizon 2020 maximum, leur business model sera complètement obsolète. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça oblige chacun à se réinventer, à réinventer sa manière de travailler, à réinventer la manière de voir son métier et de voir également dans la foulée les applications qui sous-tendent ce métier doivent être repensées. Comme je vous le disais, j'étais hier chez un très gros promoteur immobilier français qui partageait avec moi la réflexion suivante. Il m'a dit, écoute, pendant des années, on s'est jamais posé la question de savoir ce que voulaient nos clients. On construisait des biens, on les vendait, ça se vendait comme des petits pains. On se posait pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent ceci. On fournissait et les choses se vendaient. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On est obligé de se la poser parce que nos concurrents se la posent. Il m'a dit, moi, il y a quelques années encore, pas si longtemps que ça, jamais j'aurais pu penser qu'un appartement à Paris pourrait se vendre par le web. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'un appartement peut se vendre sans aucune visite physique, uniquement avec de la caméra 3D et de la visite virtuelle. Ça peut se vendre dans la journée. Donc aujourd'hui, il nous faut des outils, il nous faut nous équiper, il faut une expérience digitale pour nos clients, pour nos partenaires revendeurs, pour nos partenaires immobiliers. Voilà, il faut mettre en place des nouveaux outils. On a encore une croissance à 3 chiffres aujourd'hui, ce qui est énorme pour une organisation, mais par contre, on sait déjà que si on ne va pas là-dedans, on est mort à court ou moyen terme. Alors sans aller jusqu'à des exemples de type le PDG de Nokia qui explique que le téléphone tactile c'est pas l'avenir, ou Kodak qui explique que le numérique voilà, c'est perdu d'avance, qui sont des exemples un peu dramatiques d'organisations qui étaient vraiment au top niveau et qui n'ont pas forcément pris le virage technologique auquel ils étaient confrontés. Je pense que chacun doit se poser au sein de son organisation ces questions-là. Est-ce que mon business model est viable? Comment est-ce que je me réinvente et comment je vois l'avenir? Ce qui est sûr, c'est que pour 80% des entreprises, l'automatisation et la digitalisation d'un certain nombre de processus métiers est un facteur clé de succès. Et à l'inverse, et ça c'est et pareil, hein, je vous invite chacun et chacune à vous poser cette question: est-ce que j'ai des équipes informatiques? Est-ce que je vais en avoir de plus en plus ou de moins en moins? Et ça pose des vraies questions parce que si 80%
des organisations considèrent que 80%, que l'informatisation des processus est quelque chose de clé, il faut quand même le mettre en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, on va se poser la question de est-ce que je vais être capable de le mettre en œuvre? Donc si effectivement j'ai une armée mexicaine de développeurs, je me pose pas la question. Or, j'ai pas l'impression que ça soit forcément le sens de l'histoire, et on a plutôt tendance à réduire les équipes et à s'appuyer sur des outils qui nécessitent des compétences toujours un petit peu moins techniques. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un état de l'art qu'on souhaitait vous proposer ce matin. On est confronté, nous, tous les jours à ces problématiques chez nos clients. Je suis sûr que certains des mots que j'ai pu prononcer doivent résonner chez vous, parce que vous devez également vous poser la question de vous réinventer et de préparer l'avenir. Donc, on voulait partager ce constat avec vous, et on va continuer. On va descendre d'un cran et on va parler de l'automatisation, puisque c'est un peu le sujet qui va nous préoccuper majoritairement ce matin. Alors, le digital et l'automatisation, c'est quelque chose qui est une préoccupation globale et au niveau mondial. Alors, il n'y a pas que ce qu'on va vous proposer ce matin, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Ici, vous avez une photo du marché de l'automatisation global, hein, en milliards de dollars, pardon, entre 2016 et une projection sur 2020. La partie bleue, c'est la partie assez classique, qui est la robotisation et l'automatisation des chaînes de montage dans les usines, qui est un marché qui est énorme et qui continue de grossir. Donc on continue cette voie que vous connaissez tous depuis des années de robotisation, d'automatisation des chaînes de montage, etc. La partie noire, c'est la partie qui va nous intéresser majoritairement ce matin, qui est l'automatisation des processus métiers. Donc, comme vous le voyez, c'est un marché énorme en forte progression. Et en fait, c'est sur ce marché-là que l'on se situe, et c'est sur ce segment noir que l'on va passer du temps ce matin. Il y a d'autres créneaux, je vous laisse prendre connaissance. Il y a effectivement les outils industriels, la partie 3D, l'intelligence artificielle, qui est quelque part, qui peut être relié en partie à notre marché. Je pourrais y revenir un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Et puis le marché des drones qui est également en expansion. Alors, vous allez voir, on va encore descendre d'un cran. On était sur le constat du digital, le digital et l'automatisation à travers le monde. Aujourd'hui, on va, enfin, à partir de maintenant, on va descendre encore d'un cran pour parler de l'automatisation, donc des processus métiers, qui est le sujet qui nous intéresse ce matin. Alors, l'automatisation des processus métiers, si on le traduit en anglais, c'est le marché de ce qu'on appelle le BPM. BPM pour Business Process Management. Donc, voilà, le management et l'informatisation des processus, qui est un marché qui ne cesse d'augmenter, qui grandit depuis des années et des années. Là, vous avez la même photo entre 2016 et 2021. Donc, on est sur plus de 12 milliards de dollars. Donc, c'est un marché dans lequel il faut être. C'est un marché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2021, le marché aura quasiment triplé. C'est-à-dire que on voit que les entreprises vont bon gré mal gré vers une démarche d'automatisation des processus et de digitalisation de leurs applications métiers. Voilà, donc c'est un constat qui est, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, vous avez toutes les sources qui sont affichées. Dans la foulée de cette présentation, vous aurez accès à la présentation, donc vous pourrez aller voir les statistiques et creuser un petit peu plus. Mais en tout cas, on souhaitait partager ces constats-là avec vous pour que vous puissiez un peu mieux comprendre le marché sur lequel on se positionne, nous, en tant que K2, en tant qu'éditeur, et pour avoir, j'allais dire, un contexte un petit peu plus large. Alors, on parlait du marché du business process management, donc du BPM, l'informatisation des processus métiers. Dans ce marché, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, 2 ou 3 ans, est apparue une nouvelle typologie de solutions qu'on appelle les plateformes low-code. Alors, quelle est la différence entre le marché du BPM classique et le marché du low-code? C'est simplement que le BPM, la digitalisation des processus, c'était très bien. On a été capable de mettre en place des workflows, de connecter ça à son système d'information, de mettre en place des choses un petit peu sur mesure avec des rapports. Par contre,
Le gros problème, et c'était ce qui remontait souvent des clients et du marché, c'est que ça restait des outils quand même très techniques. Donc il fallait quand même relativement rapidement mettre les mains dans le code, faire du codage, et du coup on était sur des projets quand même relativement longs et on perdait un petit peu l'apport de valeur initiale qui était vendue. Et du coup on disait parfois bon bah finalement j'y arrivais avant, c'est quand même cher, c'est quand même long. Est-ce que faut que j'y aille? Est-ce que faut que j'y aille? Est-ce que je dois rester dans la démarche d'avant? Je sais que je dois y aller, mais c'est quand même cher et la valeur je la vois, mais je la vois pas complètement. Donc c'était le reproche qui était fait pendant des années. Hein, et je peux vous le dire à titre personnel, j'ai vendu des solutions de BPM il y a quelques années c'est ce que en tant que vendeur on me remontait systématiquement. Et du coup on était persuadés du bien fondé de ces technologies-là, mais on avait quand même du mal à faire basculer les clients dans cette démarche. Ce qui se passe, c'est que grâce aux plateformes low-code, donc quand je vous dis que c'est récent, hein, les carrés magiques des plateformes low-code pour le Gartner et le Forrester, c'est 2017. Hein. Donc c'est vraiment très très récent. En fait, les éditeurs et notamment K2 a mis en œuvre depuis quelques années des innovations technologiques, des investissements R&D, en regardant tous les endroits dans la plateforme qui nécessitaient des compétences techniques et ou le besoin d'écrire du code. Et en fait, il les a pris, K2 a pris ça un par un et a mis en place des outils pour réduire et diminuer cette complexité. Et en fait, l'effort R&D a été complètement tourné dans ce sens. Bon, il y a d'autres éditeurs qui ont fait la même chose. Vous avez des gens comme Salesforce sur d'autres domaines que le BPM qui ont fait un peu cette démarche également. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire donner la possibilité à des personnes qui ont des profils non techniques, donc pas des développeurs, de mettre en place et d'utiliser ces plateformes pour mettre en place des applications métiers pour leur organisation, sans avoir besoin d'écrire une ligne de code. Ça, c'est la définition de ce qu'est une plateforme low-code et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'une plateforme low-code peut vous aider à digitaliser rapidement des processus et de manière non technique dans votre organisation. Donc ça, c'est l'enjeu de la matinée, enfin de la présentation de ce matin, et c'est ça qu'on souhaite mettre en avant. Alors les objectifs et la création de valeur associée à ça, il y en a plusieurs. La première, c'est que, et c'est pas la moindre, c'est qu'on va pouvoir adresser une nouvelle population de concepteurs. Là où avant, les plateformes BPM étaient réservées, j'allais dire, à une élite technique de développeurs pour pouvoir coder et intégrer des applications métiers. Aujourd'hui, on adresse potentiellement pour un certain type de processus, alors pas pour tous, il y en a encore quelques-uns qui sont très transverses, très intégrés au système d'information où on a besoin de l'aide de développeurs et des gens beaucoup plus technique, mais pour une grande majorité de processus, on va pouvoir faire appel à ce qu'on appelle dans notre monde à nous des citizen développeurs ou des business users, donc des utilisateurs métiers avancés. On n'est pas en train de dire que n'importe qui dans l'organisation va pouvoir concevoir et déployer des applications métiers, mais des utilisateurs métiers avancés avec une appétence et une certaine acuité pour les outils un petit peu informatiques vont pouvoir très facilement, j'allais dire, concevoir et déployer eux-mêmes des applications métiers basées sur les processus. Ça, c'est le premier objectif d'une plateforme low-code de type K2. Le deuxième, c'est réduire les temps de développement. Aujourd'hui, si on compare le temps de mise en place d'une application avec un outil comme K2 et une application via du développement spécifique, comme ça a été le cas pendant des années, on est sur des ratios qui vont, alors selon la complexité, hein, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a des livres blancs qui expliquent très très bien la différence et qui donnent des abacs et des ratios très précis. Mais grosso modo, on est sur des temps de mise en œuvre qui vont entre 1 à 8 fois plus rapide et 1 à 12 fois plus rapide. Voilà, en fonction des différents scénarios, de la complexité des choses à mettre en œuvre. En tout cas, on est sur des choses qui vont beaucoup plus vite à mettre en œuvre que les temps de développement des années précédentes avec des outils de BPM classiques ou du développement spécifique. Le deuxième avantage, c'est que on va agiliser complètement les applications livrées au métier. Agiliser pourquoi? Parce que le métier va avoir la main sur un certain nombre d'évolutions. Là où avant, il fallait faire intervenir l'informatique, produire un cahier des charges, envoyer ça à l'informatique, qui faisait des développements, qui renvoyait ça. Le temps qu'on les renvoie,
le besoin avait pratiquement déjà évolué. Voilà. Aujourd'hui, grâce à ces plateformes-là, on met à disposition des responsables de processus métiers, des outils d'administration fonctionnelle qui vont leur permettre de changer eux-mêmes des seuils, des montants, des variables, des données métiers au sens large, sans faire intervenir l'informatique, et même on leur donnera même la possibilité de pouvoir changer des étapes, en rajouter, en enlever. Donc on va complètement agiliser les applications et les évolutions de ces applications. Un autre objectif majeur et qui est un constat que l'on fait tous les jours, c'est l'augmentation de la collaboration entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Là où avant on avait cet effet tunnel que je mentionnais juste précédemtement, avec un cahier des charges, un cycle en V relativement classique, on va être dans une démarche non seulement agile, mais même encore plus agile, puisque on a des outils qui ne sont pas des outils techniques. C'est-à-dire que chez nos clients, on a le métier et l'informatique dans la même salle qui discutent autour d'un outil commun qui n'est pas un outil technique et qui est un outil graphique, et donc les deux parlent le même langage via un outil commun. Et on va encore plus loin puisque ce qui se passe, c'est que chez nos clients, il y a des workshops qui sont faits, des workshops où on va définir le processus tel qu'on veut l'implémenter. Et en fait, je dis pas le jour même, mais peut-être 2, 3 jours après, la semaine d'après, grand maximum, on revoit le métier et on leur montre, parce qu'on est capable de prototyper extrêmement rapidement des maquettes fonctionnelles avec K2, on va leur montrer. On leur dit, bah voilà, tu m'as dit ça la semaine dernière, regarde ce que ça donne. Et on va dérouler les écrans, on va dérouler le processus et le métier va pouvoir tout de suite se projeter et dire ah ben voilà, maintenant que je le vois tourner, finalement entre étape 4 et étape 5, c'est pas comme ça que je le vois, c'est plutôt comme ça. Et là, on va pouvoir modifier en live avec le métier et arriver à une espèce de coquille de résultat fonctionnel qui est validé entièrement par le métier. Alors après, on mettra la tuyauterie qui va bien parce qu'il y a toujours de la tuyauterie. Hein, je suis pas en train de dire que c'est un outil magique et qu'il n'y a rien à faire. Il y a quand même du boulot. Mais par contre, vous avez vous avez une application qui en amont a été conçue avec par le métier, avec l'informatique, et vous garantissez quelque part une adhérence extrêmement importante puisqu'ils ont été partie prenante de la définition du processus. Voilà. Le dernier objectif d'une plateforme low-code telle que K2, c'est de devenir une nouvelle brique du système d'information. Nos deux concurrents, je vais vous les donner, on va le définir, on va en parler juste après, c'est le développement spécifique, tel que j'ai pu l'exprimer tout à l'heure, et également les produits verticaux, les produits métiers. Voilà. Eh bien nous, aujourd'hui, on représente une alternative à ces deux possibilités-là, en proposant à nos clients de faire l'acquisition d'une nouvelle brique dans leur système d'information pour digitaliser tout ou partie des processus métiers de l'entreprise. Mais je vais y revenir. Si on descend un petit peu plus sur la partie K2 en lui-même, je vous le disais tout à l'heure, enfin je vous le disais à l'instant, pardon, on a deux concurrents. Et d'ailleurs, on avait deux alternatives. Allez, depuis 20 ans à peu près, lorsque l'on a besoin de faire, lorsqu'on a un projet, lorsqu'un métier a un besoin, il fait un cahier des charges et généralement il y a deux alternatives. La première, c'est que l'informatique lui dit, bah, écoute, pas de souci, donne-moi ton cahier des charges, je te fais un développement spécifique et je te le livre. Avantage extrêmement pointu parce que c'est du sur-mesure, on fait vraiment, on colle à ce que voulait le métier. Inconvénient, c'est assez long, c'est généralement assez coûteux et c'est très peu évolutif. À partir du moment où on fait du développement, il y a une adhérence assez importante au système d'information, dès lors qu'on veut se connecter à d'autres outils. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que on se retrouve avec pas mal de développement, pas mal de versions de développement, branchées à pas mal d'outils qui eux-mêmes vont être mis à jour et évoluer, donc ça va casser les développements qu'on a fait. Donc on se retrouve avec une forme de sac à dos extrêmement lourd sur le dos et qui s'alourdit au fur et à mesure des années. La deuxième alternative que l'on a pour mettre en place et répondre à un besoin métier, c'est de dire pas de souci, je te mets pas un dev, par contre je vais t'acheter un produit sur mesure, un produit vertical. Donc là, quel est ton besoin? Tu as un besoin de gestion des factures? Ok, pas de problème, je t'achète un produit qui gère la gestion des factures et même, même le paiement fournisseur. Voilà. Gros avantage, généralement c'est d'un point de vue coût, c'est relativement accessible. Et deuxième avantage, c'est une sémantique extrêmement métier. Donc, ça va plaire aux gens du métier qui font les factures, etc. Inconvénients, il y en a deux principaux. Le premier, c'est que
le produit est conçu d'une certaine manière. C'est-à-dire que si vous travaillez pas exactement comme le produit a été conçu et pensé, il va falloir tordre le produit un petit peu. Et là, c'est pas des produits qui sont faits pour ça. Ou alors, pareil, il va falloir mettre des rustines, il va falloir mettre un peu de développement, et tout de suite, ça devient compliqué. Deuxième inconvénient, ben, c'est que demain vous avez un projet à la qualité, au RH, au métier, à la logistique. Eh ben, il va falloir racheter un autre produit parce que votre produit des factures, il fait que des factures. Et on va se retrouver avec un problème assez rapidement sur les bras, c'est que ben, on va empiler des produits. Donc on va se retrouver avec 10, 20, 30, 40 produits, avec un legacy énorme technologique, où on a 40 produits différents, 40 technologies différentes, des produits qui sont pas faits pour dialoguer entre eux, et donc on va se retrouver très vite avec quelque chose qui est également une autre forme de sac à dos, mais qui va alourdir le système d'information. En tout cas, on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement agile. Avec K2, c'est une troisième alternative à la réponse d'un besoin métier. On propose non pas d'empiler des développements, non pas d'empiler des produits verticaux ou des logiciels métiers. On propose une seule et même plateforme qui repose sur des technologies Microsoft, donc on ne parle pas de choses exotiques et difficiles à acquérir, mais une seule et même plateforme sur lesquelles on va accumuler X applications métiers. Donc la plupart du temps, nos clients nous consultent et déploient une première application, ils nous consultent pour un sujet, et derrière on a un effet boule de neige, et on rentre dans la plupart du temps dans une démarche de digitalisation importante, de gouvernance et d'industrialisation et d'automatisation de tout ou partie des process dans l'entreprise. Voilà. Donc, en gros, on a les avantages avec un outil comme K2, qui est une plateforme low-code, encore une fois. On a les avantages du BPM, puisqu'on va informatiser les processus métiers, mais sans les inconvénients qui sont principalement liés à la complexité technique de mise en œuvre. Mais on a aussi les avantages du développement spécifique, dans le sens où on fait du sur-mesure pour nos clients. C'est-à-dire qu'on vous demande comment vous travaillez et on va vous produire une application, ou on va vous permettre de le faire vous-même, une application sur mesure. Donc on ne va pas vous demander de tordre votre manière de travailler, on va vous produire une application sur mesure et on va délivrer des applications rapidement pour vos métiers. Voilà. Donc ça, c'est, j'espère qu'avec ces différentes explications, vous avez pu comprendre que voilà, il y a un marché global du business process management, donc de l'informatisation des processus métiers. Dans ce marché-là, il y a une nouvelle génération d'outils qui émergent et qui s'appellent les outils les business apps low-code platform. Voilà, ça c'est le mot, la terminologie américaine. Et voilà, donc K2 fait partie des leaders j'allais dire de ces nouvelles plateformes et ces nouveaux outils. Et c'est un petit peu ce qu'on souhaitait vous présenter ce matin. Donc si on descend un peu encore un cran plus bas, qu'est-ce qu'il y a dans la plateforme? Il y a plusieurs choses. Je vais d'ailleurs tout afficher. Alors, vous avez plusieurs briques. Vous avez une brique traditionnelle que vous devez connaître, qui est la partie workflow, donc qui vous permet en fait dans la plateforme K2 de digitaliser, modéliser des processus métiers et les implémenter. Donc là, c'est notre métier d'origine. Ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement bien maîtrisées chez nous et qui sont extrêmement riches fonctionnellement. Donc on va pouvoir digitaliser des processus simples, des processus standards et des processus extrêmement complexes. On a des clients qui ont des workflows à 300 étapes avec des sous-processus, des intégrations dans tous les sens. Donc voilà, on est capable d'aller sur des choses extrêmement simples à des choses extrêmement complexes. Petite parenthèse, si demain vous achetez l'outil, je vous conseille de pas commencer par le processus le plus complexe, mais de commencer par des choses simples et d'aller dans une courbe ascendante vers la complexité. Voilà, je referme la parenthèse. Deuxième brique importante de la plateforme, c'est la possibilité de mettre en place des interfaces utilisateurs. Donc, j'ai mon process métier que je vais modéliser, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 jusqu'à l'étape X. Et ensuite, je vais me poser la question dans cette deuxième brique de comment est-ce que mes utilisateurs métiers vont interagir avec l'application. Qu'est-ce que je mets à leur disposition? Quel formulaire je mets à leur disposition? Quelles informations je mets à leur disposition pour qu'ils puissent faire avancer le processus et prendre là ou les décisions sous-jacentes.
Voilà, donc c'est un outil qui permet de mettre ça en place rapidement, de manière extrêmement graphique et sexy, associé à la première brique de workflow. Une fois que j'ai défini mon ou mes processus, une fois que j'ai défini mes interfaces homme-machine, mes interfaces utilisateurs, il y a une autre question qu'il faut que je me pose, c'est à quel moment j'ai besoin de me connecter à mon système d'information. Parfois, j'ai besoin d'aller chercher des informations, parfois j'ai besoin d'aller en mettre à jour, parfois les deux. Et il va falloir se poser la question dans le processus de quelles sont les intégrations que j'ai avec mon système d'information. Dans la plateforme K2, cette troisième brique représente ce que l'on appelle assez vulgairement un serveur de connecteurs. Et en fait, K2 vous met à disposition une panoplie extrêmement importante de connecteurs qui vont vous permettre, à nouveau sans code et de manière extrêmement graphique, de vous connecter avec le système d'information, avec votre système d'information, quel qu'il soit. Donc, je vous donne quelques exemples. On a des connecteurs pour le monde Microsoft. Donc, on va fournir des intégrations avec des outils comme SharePoint, comme Dynamics, comme Active Directory, SQL Server, etc., etc. Donc, qui vont permettre de piloter ces outils-là, de piloter les fonctionnalités de ces outils-là. Et depuis quelques années, on a ouvert totalement ce serveur de connecteurs à d'autres mondes. Donc aujourd'hui, on a des connecteurs pour SAP, pour Oracle, pour Salesforce, pour l'intégration de web services simples ou complexes. Voilà, donc on a une batterie de connecteurs extrêmement importante. Et surtout, ce qu'il faut retenir, je pense que c'est un point clé, c'est qu'on ne peut pas fournir des connecteurs pour l'ensemble des produits du monde. Par contre, on peut fournir quelque chose qui permet de créer ses propres connecteurs. Et c'est ce que l'on fait. Dans cette troisième brique, on a ce qu'on appelle un SDK qui permet à nos clients de produire eux-mêmes leurs propres connecteurs. Si vous avez une brique de développement spécifique, un produit X ou Y en interne, et que vous vous dites, tiens, finalement, là, dans mes process, je vais avoir souvent à me connecter à cette brique-là pour aller chercher de l'info ou la mettre à jour. Et bien, K2 vous propose, plutôt que de le faire systématiquement à la main à chaque fois, de se dire, bah tiens, je prends quelques jours, 4, 5, 6 jours, pour mettre en place ce connecteur via mon SDK. Et une fois que je l'ai fait, il devient générique. C'est-à-dire que dès le deuxième processus où il faudra que je me connecte, ce connecteur aura alimenté la bibliothèque globale des connecteurs K2 et deviendra un connecteur standard pour vos applications. Et en plus, comme il a été fait avec le SDK K2, il sera entièrement supporté par l'éditeur. Voilà, donc on a la possibilité d'étendre la plateforme et d'étendre ce monde de connecteurs pour ne jamais avoir à vous dire les choix que vous avez faits d'un point de vue SI ou les choix que vous allez faire, ça va être un peu rédhibitoire pour K2. Non, l'objectif, c'est qu'on soit une plateforme qui soit axée sur l'orchestration des processus, mais qu'on s'appuie entièrement et qu'on donne de la valeur aux investissements que vous avez faits ou que vous allez faire. Voilà. Donc première brique, la partie workflow. Deuxième brique, la partie interface utilisateur. Troisième brique, je connecte ça à mon système d'information. Et quatrième brique extrêmement importante, c'est une fois que tout ça va tourner dans l'entreprise, une fois que mes applications, mes processus seront en marche et en production auprès de mes utilisateurs, comment est-ce que je monitore tout ça, quel dashboard je mets en place pour mes responsables de processus ou mes managers, quel rapport je peux fournir. Donc K2 fournit un grand nombre de rapports que vous pouvez utiliser tel quel ou paramétrer. Je crois qu'on en fournit 25 ou 30 en standard, mais bien évidemment, vous pouvez créer vos propres rapports et les partager au sein de l'entreprise. Ça, c'est pour la partie, c'est-à-dire BI. Si vous voulez aller encore plus loin, je parle plutôt de données métiers ou choses comme ça, on fournit des connecteurs standards pour Reporting Services, pour Tableau, voilà, qui vous permettent d'aller extrêmement facilement plus loin dans l'analyse de la performance des processus. Deuxième chose dans cette brique-là, c'est la partie administration. Une fois que j'ai mes processus et mes applications qui tournent dans l'entreprise, comment est-ce que j'administre et j'exploite ça? Eh bien, chez K2, vous avez deux niveaux d'administration. Le premier, c'est une console centralisée d'exploitation et d'administration des processus, console technique assez classique. Et le deuxième niveau, c'est qu'on a des fonctionnalités qui permettent de mettre en place de donner des droits d'administration métier à des responsables de processus métier. Donc, par exemple, je reprends mon exemple des factures. On va concevoir et livrer une application de gestion des factures. Et ben, on va donner des droits aux responsables finance, au DAF, à qui on veut dans l'entreprise, de pouvoir administrer fonctionnellement le process.
Donc, vous avez des seuils, des montants, des rôles, etc. Tout ça va pouvoir être géré directement par le métier. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre briques principales, et vous avez ensuite des concepts qui sont extrêmement importants en dessous dans ce slide. Un, tous ces outils, toutes ces applications sont any device, any OS. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer ça où on veut, sur n'importe quel type de terminal mobile, entre autres, et on va pouvoir donc valider en mobilité que l'on soit connecté ou non. Ça, c'est extrêmement important. On a des outils de sécurité et de gouvernance, puisque on propose notre outil on-prem ou en mode SaaS de manière ISO fonctionnelle. Donc, on a tout ce qu'il faut et toutes les accréditations qui vont bien, des outils de déploiement. Et enfin, dernière chose, on fournit avec la plateforme, quand nos clients font l'acquisition du produit, un certain nombre d'applications préconfigurées qu'on retrouve à peu près chez tout le monde et qui permettent d'aller très vite, de les reprendre telles quelles, de les customiser et d'avancer extrêmement vite. Donc, on a des demandes de voyage, demandes de formation, de notes de frais, etc. Voilà, on en a une trentaine aujourd'hui et ça continue d'augmenter, et la liste est facilement consultable. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Enfin, dernier slide, avant de passer à une démonstration. J'ai cité pas mal d'exemples et je souhaitais partager avec vous quelques retours d'expérience. Ce qu'il faut retenir, en fait, sont les domaines d'application sont multiples. Si on essaie de catégoriser les applications qui sont mises en place par nos clients, je dirais il y en a trois types. Il y a les applications de type horizontal, c'est-à-dire les process métiers transverses qu'on va retrouver chez tout le monde, quel que soit leur métier d'origine. Voilà, donc c'est des applications de type RH, de type finance, de type comptable, etc. Et donc là, c'est très consommateur d'applications avec K2. Deuxième typologie, des applications métiers. Et là, il y en a autant que de métiers. Et je vais en partager très rapidement trois avec vous dans la foulée. Et enfin, dernière typologie d'applications, parce qu'on fournit des intégrations extrêmement poussées avec des JED, notamment des outils comme SharePoint, eh bien, je dirais, cette troisième typologie concerne des applications documentaires. On a besoin de manipuler beaucoup de permissions de documents, voilà. C'est aussi pas mal d'applications qu'on met en place chez nos clients. Ce que je voulais partager avec vous très rapidement avant de vous montrer le produit par Jean, partager avec vous trois use cases. Le premier, alors je peux pas citer tout le temps les clients et je m'en excuse, hein, ce sont des contraintes juridiques et légales. Un grand client dans l'industrie pharmaceutique. Alors par ces exemples-là, je veux juste partager avec vous la notion de retour sur investissement et vous montrer qu'elle est extrêmement variée. Donc, un premier cas, un des leaders je crois que c'est une des 3 ou 4 plus grosses entités pharmaceutiques du monde, qui a mis en place un certain nombre de processus avec K2, et donc que je voulais partager avec vous, qui concerne la production de médicaments sur des chaînes de montage dans les usines. Donc, vous avez des chaînes de production, de fabrication de médicaments et des médicaments qui se retrouvent sur des tapis roulants et qui sont produits. Et en fait, ils ont un processus qu'on appelle un processus de piquage, de libération des lots. Et en fait, ce processus, ils font du piquage qualité, c'est-à-dire qu'ils prennent des lots de médicaments complètement au hasard sur la chaîne et ils les envoient dans un processus de vérification de qualité. Alors, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Il faut vérifier le packaging, vérifier la notice, vérifier la molécule, vérifier un certain nombre de choses, et ça fait intervenir pas mal de personnes dans l'entreprise. Ils se sont rendus compte que, en moyenne, pour libérer un lot, c'est-à-dire pour valider au final que ce lot de médicaments était bon et qu'il n'y avait pas de souci, il fallait entre 36 et 42 jours en moyenne. Voilà. Ils ont complètement digitalisé le processus, puisqu'ils se sont rendus compte que la raison pour laquelle c'était aussi long, c'était que les interactions entre les gens étaient absolument pas optimisées. C'est-à-dire qu'on avait de l'email, on avait du papier, on avait des fichiers Excel, il n'y avait pas de relance, il n'y avait pas de monitoring, il y avait aucun de ces éléments. Ils ont entièrement digitalisé le process. Aujourd'hui, pour libérer un lot, il faut entre 12 et 18 jours. Et ce que je peux vous dire, et c'est la question que je leur ai posée, c'est que lorsqu'on constate une anomalie, qu'elle soit mineure, majeure, voire bloquante, modifier une chaîne de prod ou arrêter carrément une chaîne de prod au bout de 12 ou 13 jours, ça coûte pas du tout la même chose qu'au bout de 40 ou 50 jours. Et là, on parle de centaines de milliers d'euros. Donc,
premier niveau de ROI. Et d'ailleurs, là, ils ont juste eu à me dire, voilà, je vais fouiller dans l'historique de l'entreprise, je regarde ce que ça m'a coûté les 5 dernières années d'arrêter ou de modifier des chaînes de prod, et je calcule le ROI uniquement là-dessus. Deuxième exemple, une grande banque du CAC 40, très grande banque française, sur la partie banque, finance, investissement. Donc un autre monde complètement différent, et pour vous montrer qu'on a bien un positionnement de briques technologiques et qu'on n'est pas lié à un métier ou à une typologie d'application, eh bien cette banque, elle a des traders. Elle a une salle de marché avec 200 ou 300 traders, et en fait ces traders, ils reçoivent des deals, ils reçoivent des avis de virement et des ordres de passage par leurs clients qui peuvent être complètement multiples, des fonds d'investissement, des particuliers, des banques et autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, au départ, c'était des fax, mais les fax ont très vite été remplacés par des emails qu'on imprimait et qu'on mettait dans des bannettes. Alors, ça paraît un peu rustique, mais c'est complètement le cas. Et les traders allaient dans leurs bannettes, prenaient leurs ordres de virement et passaient ça à la main pour traitement par le back-office derrière. Aujourd'hui, tout arrive de manière digitale dans une ferme de serveurs SharePoint. Les deals sont typés, parce qu'on passe pas les deals, il y a des deals qui concernent un certain nombre de choses et d'autres choses. Les deals sont typés, hiérarchisés, priorisés et transformés sous forme de tâches K2 et les traders retrouvent leur corbeille avec tous les tâches à traiter priorisées par type, par urgence, et ils vont les traiter directement de manière digitale, et c'est directement intégré au back-office qui va pouvoir derrière lancer les ordres, les virements, etc. Donc ça, c'est pareil. Le ROI, je leur ai demandé, mais c'est quoi le ROI pour vous? Ils m'ont dit, écoute, Vincent, c'est assez simple. Je perdais en moyenne 2 ou 3 deals par an d'avis de virement, parce que le papier s'envolait, parce qu'on le perdait, etc. Ça me coûtait entre 1 et 1,5 million de dollars par an. Donc là, c'est pareil, je regarde directement ce que ça me coûte plus avant de voir ce que ça va me rapporter. Donc quelque part, on est dans une forme de ROI immédiat pour ce client-là. Et enfin, dernier cas, alors là, j'ai le droit de le citer. Euh, je pense que vous voyez de qui il s'agit. C'est un de nos plus, enfin, un client relativement récent, hein, qui a moins de 2 ans. Et en fait, qui avait un gros problème. Vous avez probablement dû voir des camionnettes France Boisson un peu partout sur la route qui livrent les boissons. En gros, leur métier à eux, c'est d'avoir des commerciaux qui vont sur la France entière et sur l'ensemble du territoire et qui vont dans des bowling, dans des bars, dans des boîtes de nuit et qui vont vendre les boissons de France Boisson. Voilà, c'est leur métier. Le gros problème qu'ils avaient, c'est que justement les gens, ils étaient mal équipés, les commerciaux. Ils avaient des PC un peu rustiques et surtout, ils n'avaient aucune application pour le faire. Donc en fait, ils avaient des formulaires papier pour créer un nouveau fournisseur, créer un nouveau client et passer des commandes. Donc, je vous laisse imaginer le traitement papier que c'était. Ils devaient envoyer des lettres quand ils étaient en déplacement pendant longtemps, ou alors ils attendaient de revenir au siège pour passer des commandes et créer à la main, donner ça à une secrétaire une assistante qui se retrouvait avec 150 créations à faire la même semaine. Voilà. Donc, qu'est-ce que France Boisson a fait? Ils ont digitalisé complètement le parcours du commercial terrain. Aujourd'hui, ils ont tous soit des PC, soit des tablettes avec des formulaires complètement K2, K2ifiés avec tous les champs qui vont bien de création d'un nouveau client ou de prise de commande, et ils peuvent remplir ce formulaire. Le deuxième problème qu'ils avaient, c'est que souvent, comme je disais, ils étaient dans des bowling, dans des boîtes de nuit, et il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, et là c'était un problème parce qu'il fallait pouvoir gérer le mode offline. C'est ce qu'on a mis en place avec France Boisson. Et du coup, en fait, les commerciaux remplissent l'ensemble de leur formulaire complètement. Ils valident, le formulaire se met dans un cache, et dès qu'ils retrouvent du réseau, ça part au back-office au siège. Le nouveau client est créé automatiquement dans SAP, et les commandes sont traitées en temps réel. Je vous laisse imaginer le temps qu'ils ont gagné, la qualité de service qui a augmenté par rapport à leurs clients et la satisfaction de leurs équipes commerciales. Voilà, je reviens pas sur les différents bénéfices puisqu'on va vous envoyer la présentation, vous pourrez en prendre connaissance vous-même. Vous avez, je pense, compris que les bénéfices ils sont multiples, ils sont tant au niveau
niveau du métier et dans la qualité des applications qui vont être prises en main par le métier. Bien évidemment, au niveau de la DSI, il y a un certain nombre d'avantages. Au niveau de la direction, ne serait-ce que pour le pilotage et l'optimisation des processus, il y a un certain nombre de bénéfices qu'on va pouvoir mettre en œuvre et intégrer à plein d'endroits dans l'entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et ce que je vous propose, c'est un petit tour d'horizon. Il nous reste 10 minutes pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler de travailler avec K2 en termes d'expérience. Et ensuite, on prendra vos différentes questions. Merci Vincent. Du coup, vous devez voir à présent mon écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le confirmer? Bon, alors il me reste 10 petites minutes. Donc l'idée ça va être de vous présenter ce que peut donner une application faite avec la plateforme K2. Et puis une fois que ça sera fait, je vous montrerai très rapidement les outils de conception pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la philosophie d'implémentation. Donc en 10 minutes, je ne vais pas vous faire une démonstration complète de la plateforme, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc là, sur mon environnement, je suis connecté sur un portail SharePoint. Alors l'application que je vais vous montrer, elle a été faite pour la PHP et elle avait besoin d'être intégrée dans SharePoint. Et il y a du K2 inséré à l'intérieur de SharePoint. Alors pour l'utilisateur final, on s'en rend pas compte, mais la partie liste de tâches ici, c'est du K2. Le petit mot de bienvenue ici, c'est aussi fait avec K2. Et donc mes utilisateurs vont pouvoir faire des demandes de cumul d'activités. Et puis quand il y a des tâches à faire par rapport au workflow, ils vont les retrouver sur la partie droite. Donc en cliquant sur le petit icône qui est là, nouvelle demande, ça va me charger le formulaire qui est lui aussi mis en place avec K2. Donc c'est un formulaire qui peut être, qui est assez conséquent. Ici, j'ai des champs qui sont cachés que je vais devoir remplir. Donc, comme je suis en mode démonstration, je vais remplir le formulaire d'un coup, et puis je vais avoir accès ici à des fonctionnalités du genre, là j'ai une liste déroulante qui me présente tous les hôpitaux. Quand je commence à sélectionner, à écrire du texte, je vois les hôpitaux qui contiennent ce texte-là parmi leurs caractères. Je vais pouvoir faire du rich text box ici, donc je peux mettre du texte, faire le surligner, voilà, là je vais pouvoir changer le nom du laboratoire, webinar. Toc. Ici, j'ai des tableaux avec des calculs qui sont faits. Donc là, ce sont juste des additions, mais on peut aller un petit peu plus loin que ça, forcément. Je vais avoir des champs qui vont apparaître en fonction du contexte qui est sélectionné. Et puis, à la fin, j'ai un pavé de signature qui reprend les champs qui ont été saisis. Et puis, je vais devoir apposer ma signature ici, donc de manière tactile sur l'écran. Je vais pouvoir, à la fin, rajouter des commentaires, des pièces jointes. Enfin, voilà. On remplit un formulaire tel que le client souhaite présenter les différents champs, les différentes informations qui doivent être remplies. Une fois que je clique sur envoyer la demande, j'ai un pop-up qui s'affiche et qui me dit que ma demande a été enregistrée avec la référence numéro 25. Donc quand je reviens sur mon portail, je vais retrouver ma liste des tâches. J'ai pas de nouvelles tâches à traiter ici puisque ce n'est pas moi qui dois intervenir derrière, mais grâce au report K2, je vais pouvoir savoir où en est ma demande. Donc en cliquant sur l'icône qui est ici, je vais avoir ici des mini statistiques sur le nombre de demandes qui ont été faites par semaine sur les semaines passées, mais je vais retrouver aussi la liste des demandes qui ont été faites, dont ma demande, la demande numéro 25 qui a été faite aujourd'hui et qui est en cours de validation par le responsable de la structure interne. Si je veux savoir un petit peu plus précisément ce que ça veut dire, je peux cliquer sur le lien qui est là et ça me charge ce qu'on appelle chez K2 le suivi graphique, c'est-à-dire que je vois la modélisation qui a été faite et avec des codes couleurs, je vois par quelles étapes on est passé. Donc quand on était sur le formulaire de demande, on était sur la partie sur le point de démarrage, le triangle vert, puis on a suivi le chemin vert et on est actuellement à l'étape validation responsable. Si cette personne-là accepte, on passera en commission de cumul. Si elle refuse, on ira à l'étape modification. Et puis en dessous, je vois la suite du processus.
J'ai du monitoring sur mon processus ici. Donc si je regarde la partie monitoring, je vais voir combien il y a de demandes en cours, combien il y en a qui ont soulevé des escalades. Je vais pouvoir demander à afficher les statistiques par semaine. En dessous, je vois le détail de toutes les demandes. On retrouve notre demande, la demande numéro 25 ici, qui est en cours depuis 1 minute 21. Et puis, je vois les statistiques des étapes qui composent le processus. L'étape qui m'intéresse, l'étape validation responsable, ici, bah, je vais pouvoir demander à afficher ces stats aussi par semaine ou par jour. Et donc, je vois que globalement, elle se fait assez rapidement, sauf cette semaine où il a fallu un petit peu plus de temps pour la faire. Et je vois que ma demande numéro 25 est partie chez Brandon. Donc, je pourrais me connecter avec Brandon pour faire la tâche et pour faire avancer le processus. Mais on n'a pas trop le temps là, donc je vais pas le faire. Brandon a aussi reçu un email pour lui dire qu'il avait une tâche à faire. S'il fait pas son travail dans les temps, il va aussi recevoir un email de rappel pour lui dire il faudrait te dépêcher sur ce dossier-là. C'est le genre de fonctionnalités qui peuvent être implémentées très facilement avec K2. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que tout ce que vous avez aperçu dans les 5-6 minutes là, de démonstration qui ont été faites, ça a été fait sans écrire de code. Donc ça ne nécessite pas d'être développeur pour être mis en place. Alors comme le disait Vincent, il y a besoin quand même d'avoir des compétences techniques, d'acquérir la philosophie de conception de la plateforme, mais j'ai pas besoin de faire du développement. Alors ce que je vous propose justement, c'est de me mettre dans la peau du concepteur, de la personne qui implémente ce genre de choses, et je vais vous montrer comment on fait pour créer ça. Donc je vais fermer cette fenêtre là et je me connecte avec mon concepteur. Donc là, j'arrive sur l'outil de conception K2 où je vais pouvoir créer des formulaires, des workflows, des vues, des smart objects. Alors le smart object, ça correspond au connecteur, à tout ce qui permet de gérer les données qui circulent au sein du processus. Le processus, c'est la partie workflow. Le formulaire, c'est les pages que les utilisateurs finaux vont voir. Et les vues, ce sont des parties de pages. Ça va être utilisé pour toutes les choses qui se répètent dans mon application. Donc par exemple un header, un footer, je vais en faire une vue et puis après je vais déposer cette vue dans tous les formulaires et le jour où j'ai une modification à faire, je la fais à un endroit et c'est pris en compte partout. Donc moi je vais charger dans un premier temps la partie workflow du workflow demande de cumul et donc j'arrive sur l'outil de conception. On retrouve la même chose que ce qu'on avait dans la partie suivi graphique tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, c'est modifiable. Donc on retrouve les différentes étapes. Si je veux par exemple dire que à la suite de l'étape initialisation, il doit y avoir une nouvelle étape, puis cette nouvelle étape, elle emmène à un autre endroit, puis cet autre endroit, il va revenir ici. Donc je dessine mon séquencement d'activités, et puis après je vais définir ce qui se passe au niveau de chacune des étapes. Donc par exemple, à la première étape qu'on a rajoutée, ici je voudrais envoyer un email. Donc je fais un simple glisser-déposer de mon assistant d'envoi de mail. Ici je voudrais faire quelque chose d'un petit peu plus technique, donc j'ouvre ma boîte à outils, je vais retrouver des intégrations avec mon serveur de connecteur, avec mon outil de CRM. Donc je peux aller par exemple créer une entité dans mon outil de CRM. Je fais un glisser-déposer, je le mets ici pour définir que ici il faudra qu'on paramètre la création d'une entité. À chaque fois que j'ai un petit point d'exclamation, ça m'indique en fait que j'ai pas fini la configuration et que je vais pas pouvoir déployer mon processus tel quel parce qu'il manque des choses. Et en effet, par exemple, quand j'envoie un email, il va falloir que je configure qui reçoit le mail, le sujet, les pièces jointes. Et donc là, sur la partie droite, je vais pouvoir paramétrer ce genre de choses. Donc je vais définir qui reçoit le mail. Je peux mettre des personnes en copie, ou des personnes en copie cachée. Je peux mettre un sujet ici, et puis je peux mettre un corps de message. Je peux ensuite mettre des pièces jointes, et surtout, je vais pouvoir aller chercher les données qui circulent au sein du processus que je retrouve sur la droite ici. Donc par exemple, toutes les données de mon formulaire. Donc je voudrais mettre dans le titre, dans le sujet du message, je voudrais mettre le nom de l'hôpital. Je fais un glisser-déposer de cette information. Et je construis en fait mon email en mixant des données dynamiques avec des données statiques. Je peux utiliser des fonctions
un petit peu comme dans Excel, pour faire des calculs sur les données que je manipule. Puis je peux aller chercher des données spécifiques à mon workflow, où je peux aller interroger mon serveur de connecteur K2 ici. Donc voilà pour la partie conception de workflow. Et je vais rapidement vous montrer la partie conception de formulaire. Donc je reviens en arrière ici, et donc sur le formulaire de demande pour la PHP. Donc je clique dessus, ça va me charger une interface dite WYSIWYG. Donc ce qu'on voit, c'est ce qu'il va y avoir à peu près pour les utilisateurs finaux. Donc on reconnaît un petit peu ce qu'on a aperçu tout à l'heure dans la démonstration. Donc là, j'ai mes concepts de vue, donc la vue en tête, la vue identité du demandeur. Là, j'ai la vue déclaration, la vue commentaire, la vue pièce jointe. Et moi, si je veux rajouter des champs à l'intérieur de mon formulaire, je vais retrouver les différents contrôles sur la partie gauche. Je vais pouvoir dire, là, je veux mettre... pardon, il faut que je réserve le formulaire pour pouvoir le modifier. Voilà, donc je veux mettre une note, par exemple, ici. En dessous, je veux mettre un contrôle de saisie de commentaires. Une fois que j'ai fait ça, je veux qu'on puisse saisir une date dans un champ de type calendrier. Donc je fais du glisser-déposer. Je construis mon formulaire tel que je veux qu'il soit pour les utilisateurs finaux. Et ensuite, je vais pouvoir mettre un petit peu de contexte dynamique, dire que quand on clique sur une étoile, ça fait apparaître un message, ça cache un champ. Et donc, pour faire ce genre de choses, je vais utiliser les règles que j'ai sur la droite ici. Mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'il est déjà 11h55. L'idée, c'était vraiment que vous vous rendiez compte de la philosophie d'implémentation d'une application K2. On va créer les workflows, les formulaires, les reports en faisant du glisser-déposer de composants qui sont mis à notre disposition. On va éventuellement intégrer tout ça avec son système d'information grâce au connecteur K2, tout ça sans complexité. Et une fois qu'on a terminé, on va pouvoir déployer ça sur son serveur et il va y avoir une application telle que vous l'avez aperçue qui va s'exécuter pour les différents utilisateurs. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous propose, si vous avez des questions, d'utiliser la partie questions-réponses qui est disponible au niveau de l'outil GoToWebinar. Et puis on va passer les questions en revue. Alors il y a une première question sur ici sur le mode de déploiement de K2, comment ça marche pour pouvoir l'utiliser chez soi. Donc en fait, il y a deux modes de déploiement de K2. Soit vous l'installez chez vous sur votre infrastructure et après vous administrez votre plateforme. Et pour installer K2, il vous faut un Windows Server et un SQL Server. Soit en fait vous utilisez une version online de K2. Donc K2 existe en mode SaaS, donc ça s'appelle K2 Cloud, et donc en fait on vous met à disposition un tenant qui est disponible, qui est juste pour vous. Il n'y a pas d'autres clients qui vont utiliser les mêmes ressources que vous, et vous allez pouvoir et donc la plateforme va être administrée par K2 et vous allez pouvoir construire vos applications sans rien avoir à déployer chez vous. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, quels sont les outils qui sont intégrés avec K2? Donc, dans la démonstration, on a aperçu très rapidement que K2 était intégré avec SharePoint, donc en version online ou en version on-premise. On ne l'a pas aperçu, mais parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi intégré avec l'annuaire de l'entreprise. Donc K2 s'intègre avec Exchange, avec SQL Server, avec Dynamics CRM, avec SharePoint, donc avec une grosse partie des produits de Microsoft. On a des connecteurs aussi avec SAP, avec Salesforce, avec Oracle.
On a des connecteurs génériques, comme le disait Vincent, hein, qui vont vous permettre d'adresser tout outil qui expose des web services. On a un connecteur DocuSign aussi. Bon, j'en oublie peut-être. Mais voilà, globalement. Il n'y a plus de questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, si. Donc, comme le disait Vincent, on va vous mettre à disposition les slides. Donc, en tout cas, merci d'avoir participé. Il y a une question qui vient d'apparaître donc sur le modèle de licensing. Vincent, je te laisse répondre. Oui. Désolé, j'étais en mute. Pas de problème. Alors, le modèle de licence, c'est principalement basé sur le nombre d'utilisateurs. Voilà, donc que vous soyez on-prem ou dans un modèle K2 Cloud, SaaS, on va se baser sur le nombre d'utilisateurs. Alors, le nombre d'utilisateurs en production. C'est-à-dire qu'on ne fait pas payer les concepteurs chez K2, on fait uniquement payer les gens qui soit vont déclencher des processus métiers, soit vont intervenir en tant que valideurs, approbateurs, etc. Donc pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter les emails au préalable dans le premier slide. Mon mail c'est extrêmement simple, c'est vincent@k2.com. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai les tarifs, ou je pourrais même vous faire un devis en fonction du nombre d'utilisateurs que vous souhaitez. Mais voilà, c'est basé sur le nombre de users. Il est midi pile. On a, je pense, tenu les délais. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis ce matin. N'hésitez pas, vous avez nos deux emails qui s'affichent. N'hésitez pas à nous contacter pour poursuivre la discussion et puis aborder peut-être vos problématiques de manière un peu plus spécifiquement. Voilà. Donc on est à votre disposition. On vous souhaite une excellente journée et on espère discuter et dialoguer avec vous très bientôt. Excellente journée à vous. Merci à tous. Au revoir.